Donc on va maintenant accueillir Antoine Peuzet qui va nous parler de priorisation empathique. Je vais me mettre là, comme tout le monde, un peu attendre. C'est long, hein? Ouais. Je dirais même qu'en fait, ça m'agace un petit peu, cette longueur. Et bah ouais, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est de commencer, en réalité. Et justement, quand je fais ça, j'exprime mon émotion. Là, pour le coup, de la colère. Donc, je ne suis pas énervé énormément, hein, mais un peu agacé quand même, un peu frustré. Et quand on creuse, en fait, on pourrait dire, bah, très bien, il est énervé, c'est trop long, raccourcissons. Mais en fait, on pourrait problématiser ça d'une autre manière et de dire, comment pourrions-nous rendre cette présentation encore plus dynamique? Et là, en fait, on va pouvoir utiliser des moyens comme le peut-être persuasive design ou je ne sais quelle autre méthode pour y répondre et pour prendre de l'ampleur. Donc moi, je suis Antoine Peuzet. Je suis donc développeur d'écoute chez Atecna. Atecna, donc c'est une entreprise sur Paris et Lille qui fait du conseil dans l'informatique. Et donc, je cherche à promouvoir une culture d'écoute active dans les entreprises, auprès des utilisateurs, mais aussi des équipes. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la priorisation empathique, donc le fait de pouvoir faire du changement par les émotions. Rentrons dans le vif du sujet. Comment changer le comportement des gens? Peut-être que ça vous rappelle quelque chose il y a à peu près 30 minutes. Et donc, une réponse qui est OK par rapport à ça, c'est finalement par les faits. Effectivement, en expliquant, en racontant, on va pouvoir changer des choses. Mais est-ce que ça change vraiment? Je vais vous poser quelques questions. Et donc, par exemple, dans la salle, durant la dernière semaine, qui a mangé plus que ce qu'il n'aurait dû? Je vais vous demander de lever la main. Pas mal de gens, oui. Qui a fait, donc, durant la semaine passée, moins de sport qu'il n'aurait dû? On voit beaucoup de mains se lever. Qui a déjà écrit un texto en conduisant durant la semaine passée? C'est pas bien, hein? Et qui ne s'est pas lavé les mains après être sorti des toilettes durant la semaine passée? Ah, il y a quelques personnes honnêtes, mais je pense qu'il y a beaucoup de menteurs. Le sujet, c'est qu'en fait, on sait aujourd'hui ce qu'on doit faire, mais c'est pas pour ça qu'on change. Et au final, les faits sont insuffisants pour la prise de conscience. Et je me suis fait spoil par Guillaume, voilà le changement, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est un petit peu dommage, mais ce qui est important, c'est que les faits ne sont pas suffisants. Si j'avais dit la présentation d'introduction dure 20 secondes, ok, c'est un fait, mais qu'est-ce que ça change derrière? Il n'y a pas forcément cette prise de conscience. Alors que quand j'explique que moi ça m'agace, on a une émotion et potentiellement la prise de conscience va être présente. Donc je cherche à initier le changement. Initier le changement auprès donc, des équipes d'utilisateurs. Et pour cela, je vais chercher l'épanouissement des autres. C'est fondamental pour moi. C'est vraiment la clé. Et je vais vous parler donc des émotions, notamment à travers la priorisation empathique. Donc dans ce terme-là, il y a deux mots, l'empathie et la priorisation. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'émotion va nous permettre d'identifier l'empathie va nous permettre d'identifier les émotions et la priorisation va nous permettre de prendre des bonnes actions. Ok. Donc, commençons par l'empathie. Aujourd'hui, tout le monde est empathique. On a des recruteurs empathiques, on a des managers empathiques, on cherche des candidats empathiques, on a des patrons empathiques, tout le monde est empathique. C'est super. Mais en réalité, il me paraît important de rappeler ce qu'est l'empathie. Je me suis appuyé sur le dictionnaire Oxford pour faire ça. Et donc, c'est le fait d'avoir la capacité de comprendre et partager les émotions d'un autre. Il y a 3 mots importants dedans. Donc du coup, c'est passé trop vite, tant pis. Les émotions, le fait de comprendre et le fait de partager. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans la première partie de la présentation. Les émotions d'abord. Donc, on en a aussi parlé ce matin, merci Damien. Je vais vous proposer donc finalement ma définition avec un certain modèle. L'émotion, c'est en réalité une réponse physiologique à une situation. Ça veut dire que ça va se voir. Peu importe où on est sur Terre, on va en réalité pouvoir visualiser l'émotion chez les gens. On ne va pas réagir aux mêmes choses, mais c'est physique, c'est visible. Et l'émotion, c'est la vérité des gens.
On est inattaquable. Si je dis que je suis en colère, je suis inattaquable. On ne va pas dire non, tu n'as pas le droit d'être en colère. C'est la même chose pour la peur, pour la tristesse, etc. Et donc, je pars du constat que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et mon action, ça va être d'aller taper dans ce besoin-là, à travers l'émotion. Laissez-moi donc vous présenter mon modèle, c'est pas le mien, mais le modèle qui me plaît particulièrement pour présenter l'émotion, donc c'était celui qu'on a vu avec Vice Versa, c'est celui de Paul Ekman. Donc tout d'abord, il y a la joie. J'espère que j'avance pas trop vite. La joie. Le message de la joie, c'est un succès, un accomplissement. Et le besoin, c'est le partage derrière. C'est pour ça que sur Facebook, finalement, on va voir des photos de voyages, de bébés, même de repas. Parce qu'en fait, c'est cool. Et c'est cool de partager ça. Et c'est pas forcément pour se la péter. Et quand on, justement, rentre dans ce cercle vertueux du partage, en mettant un like ou en commentant, finalement, ça permet d'avoir un cercle vraiment vertueux. Deuxième émotion, la peur. La peur, c'est l'inconnu. C'est le danger. Et il va y avoir un besoin de protection. Face à la peur, on va pouvoir, par exemple, poser une question comme « Qu'est-ce qui te rassurait dans cette situation-là » La colère est une interférence entre soi et son but, ou alors par rapport à soi. Et ça peut être aussi le fait qu'on ait des valeurs qui soient bafouées. Et donc, on a un besoin de libération, donc ce que j'ai eu tout à l'heure, je l'ai exprimé, de reconnaissance, mais parfois aussi de fixation de limites. La tristesse, c'est la perte, la séparation. Et donc, il va y avoir un besoin de réconfort avant le deuil, puis une action signifiante. Bien souvent, les gens vont en fait confondre tristesse et peur. Je me souviens donc dans mon club d'escrime artistique, oui, je fais de l'escrime artistique. Et donc, j'ai pu rencontrer une femme qui racontait en fait que sa fille avait des problèmes à l'école, elle voulait quitter, c'était compliqué, quoi. Et je vois en fait, donc émotion de tristesse. Émotion de tristesse. On ne peut rien faire, c'est comme ça. Et tout le monde à côté propose des solutions. Mais tu as pensé au cours à distance? Est-ce que tu as vu ce psy? Est-ce que tu as pensé à changer d'école? Etc., etc. En fait, ils proposaient des solutions, et les solutions ne sont pas adaptées à une émotion de tristesse. C'est adapté à une émotion de peur, on cherche à être rassuré, mais pas de tristesse. Donc attention à la lecture des émotions. Enfin, le dégoût, bon, c'est plus rare. Le message, c'est la nocivité, et le besoin, c'est un besoin d'évitement. On va essayer d'éviter cette chose qui est potentiellement toxique. Donc, voilà ma lecture, finalement, des émotions et de leurs besoins qu'il y a derrière. Maintenant, je vais vous parler de partage des émotions. Et c'est ça qui est en fait, la compréhension des émotions. Et on va parler d'écoute. D'écoute active. L'écoute active, je pense qu'il y en a une partie qui doit connaître, c'est un moyen créé par Carl Rogers, un psychologue américain, pour aider les gens à exprimer leurs ressentis, leurs émotions. Donc on est en plein dans le thème. Ça permet de gérer des conflits, de trouver des solutions, d'avancer par rapport à des situations un peu complexes. Et on n'écoute pas pour répondre, mais on écoute pour comprendre. Et c'est fondamentalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, on va se taire et on va s'empêcher de donner les solutions, les réponses qu'on a pourtant. Mais on va s'empêcher de le faire. Et ça, c'est assez difficile quand on n'est pas habitué. On va aussi essayer de comprendre ce que l'autre essaye d'exprimer. Les personnes ont parfois c'est parfois difficile d'exprimer certaines émotions notamment. Et donc, on va aller creuser ça, notamment sans juger, sans interpréter. Et on va passer d'une posture de jugement à une posture d'extrême curiosité. Et cette posture-là permet, plutôt que d'être dans le jugement, dans l'interprétation, de creuser. Un exemple tout bête, le fait de creuser m'a permis, par exemple, je parlais d'écologie, et donc j'ai posé la question, au bout d'un moment, on est arrivé sur le tri des déchets. Tiens, comment tu tries tes déchets? Et j'avais un schéma en tête, c'était, c'est simple, jaune, bleu et poubelle normale, et puis voilà. La personne me raconte et elle me dit, il y a le compost aussi. Et j'étais complètement passé à côté. Et dans mon schéma mental, je passais à côté, et justement en creusant, ça m'a permis d'avoir cette donnée qui était finalement assez fondamentale. Et c'était intéressant de creuser, et donc par l'écoute active, par justement ces interviews. Hop. Donc, l'objectif de l'écoute active, c'est d'avancer, c'est d'offrir finalement l'opportunité aux gens de s'exprimer, et ils vont nous raconter leur histoire, leurs expériences, leur vécu. Et on va être à l'affût de l'émotion, puisqu'elle se voit finalement. Les gens vont se fermer ou vont au contraire s'ouvrir. Donc on va identifier l'émotion et on va la nommer. Et c'est en nommant l'émotion, finalement, que l'on va la comprendre.
quelqu'un qui vient vers moi, qui me dit « Non, mais ça va pas du tout, ton boulot, tu fais n'importe quoi. » Ok, bah tiens, tu me sembles énervé là. Non, je suis pas énervé, c'est juste que voilà, en fait, on me demande des chiffres, j'ai la pression, il faut que ça avance. Ok. Moi, ce que j'identifie, c'est une émotion de peur en réalité. Et la peur, donc, c'est un besoin d'être protégé, rassuré. Donc, la question que je vais lui poser, bah, qu'est-ce qui te rassurait dans cette situation-là? Mais moi, en fait, c'est simple, j'ai besoin des chiffres et moi, j'ai besoin d'avoir ces chiffres plus tôt. Ok, et on va reformuler. Et du coup, ok, bah donc si jamais toi tu as tes chiffres qui arrivent effectivement dans ta boîte mail à telle heure, ça te conviendrait. Ok, on pourrait même aller un cran plus loin. Et si jamais les chiffres tu pouvais y accéder toi-même de manière autonome, ça te conviendrait? Ah, peut-être, ouais. Et on passe d'une situation où on aurait pu croire que c'était une attaque personnelle à en fait à une situation conflictuelle qui est résolue. Maintenant, le partage des émotions. Donc là, je vais aller assez vite parce que justement, c'est ce que tout le monde sait faire, ou en tout cas, c'est justement l'empathie comme elle est souvent comprise. Et on va se mettre à la place de l'autre. Donc moi, ce que je recommande, c'est de ne pas forcément se mettre à la place de l'autre pendant l'interview, mais après. Et pour bien le faire, ce qui est fondamental, c'est justement de faire ça après en ayant compris ce qui s'est passé, compris la situation. Donc il ne faut éviter nos propres interprétations. Donc, non, tout le monde n'est pas empathique. Tout le monde ne vise pas les émotions, tout le monde n'écoute pas. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est des choses qui s'apprennent. Donc ce sera plus difficile pour certains, ce sera même très difficile pour certains. Mais c'est pas très grave. Ce que je vous invite à faire, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment de commencer par exemple, une formation sur l'écoute active et après de la pratique. C'est surtout la pratique qui va permettre vraiment de se construire son propre vocabulaire et d'avancer sur le fait de pouvoir écouter l'autre avec bienveillance et de rebondir. Je vais vous parler maintenant de priorisation. Donc, dans un deuxième sujet, la priorisation d'abord pour l'équipe. Donc moi, je fais de l'UX, je fais du coaching agile, j'accompagne des équipes. Et donc, parfois, j'entends, moi, je donne des solutions, je suis un expert dans l'équipe, mais personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. OK. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qui me paraît important dans les équipes, dans le bien-être, dans la cohésion d'équipe, c'est de viser une prise de conscience collective. Et ce que je fais, donc l'agile, l'itératif, les sprints, on vient d'en parler, donc toutes les 2 semaines, on va mettre un point, donc les rétrospectives, où ce sont des moments privilégiés où les gens vont pouvoir s'exprimer. Donc ce qui se passe, c'est que je vais coller des post-it joie, colère, peur, tristesse, et je vais demander aux personnes d'exprimer leur ressenti durant les 2 dernières semaines. Elles vont écrire, elles vont raconter. Et on va avoir cette prise de conscience collective. Et c'est extrêmement sain de faire ça, parce que si on reste dans la pensée, en fait, on rate vraiment une étape. Et ça, il se passe des choses dans ces moments-là. C'est vraiment super agréable de voir que les gens s'expriment. Donc bien sûr, il faut avoir de la bienveillance, etc., mettre un certain climat, mais c'est vraiment très efficace. Et donc la priorisation là-dedans, on va la faire par le groupe. Chacun s'est exprimé, chacun finalement a donc ses différentes émotions qu'il a exprimées, et le groupe va choisir, va les sélectionner pour savoir quelles actions on va prendre. Et donc ces actions-là, on va les prendre en accord avec les émotions dont on vient de parler juste avant. Et tout à l'heure, on en parlait avec Guillaume, c'est oui, la motivation, mais c'est difficile d'initier la motivation. Eh bien, ce que je dis, c'est que quand on écoute finalement les émotions, qu'il y a une prise de conscience, et que derrière, on essaie de trouver des besoins qui soient vraiment adaptés à ces émotions, a priori, la motivation sera plus importante. En plus, il y a l'effet de groupe, et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que oui, il y a eu des changements dans nos équipes. Moi, je ne viens pas en disant il faut utiliser telle ou telle méthode agile, c'est comme ça, point barre. Non, il faut proposer quelque chose parce qu'il faut bien démarrer par quelque part. Mais ce que je recommande aux équipes, c'est de s'approprier les choses. Et donc de faire des essais. Faire des essais et voire de dégager des choses qui ne servent à rien, en fait, pour vraiment qu'elles s'approprient ça. Et en faisant ces petites actions, il y a du changement et on va vraiment aborder une culture du test and learn qui sera en fait très positive dans la suite du sujet. Donc les meilleures solutions sont celles qui sont co-construites. Et finalement, peut-être que notre expert du début, c'est lui qui n'écoutait pas non plus assez les autres pour justement taper dans l'émotion. Au niveau des utilisateurs maintenant. Donc ce qui se passe, c'est que je vais beaucoup en voir, je fais beaucoup de recherches utilisateurs. Et ma manière de faire finalement, alors, oui, voilà, donc mes utilisateurs ne comprennent rien. Bon, ça c'est classique. Et pourtant, j'ai mis un onboarding, pourtant j'ai expliqué, pourtant j'ai rajouté des faits, et ça ne marche pas. Le but, c'est de ne pas trouver la solution, mais quel est le problème? Et bien souvent, en fait, on cherche
on cherche à pousser une solution. Et c'est un peu difficile en réalité. Et ce que je recommande par rapport à ces retours utilisateurs, c'est le fait de prioriser la problématisation sur les émotions extrêmes. Je m'explique. Je fais ce genre de livrable, donc une expérience map. Les expériences map ou cartes d'expérience sont en fait des livrables qui permettent de découper le parcours utilisateur en étapes et d'exprimer les interactions, les pensées ainsi que les émotions donc d'un ensemble d'utilisateurs, qu'on associe à un persona souvent, durant tout un parcours. Pour faire cela, pour moi, c'est une photo de l'existant. C'est-à-dire que je ne vais pas construire ça sur quelque chose qui est projeté, mais sur quelque chose qui est vécu. Et donc, je vais aller voir des gens. Pour cette mission-là, on m'a dit, le brief initial était « j'ai envie de refondre mon catalogue de formation. Comment je fais ?» Donc on a proposé le fait d'aller voir les utilisateurs pour savoir en fait aujourd'hui ce qui se passe. Et plutôt que de proposer l'idée, on a mis l'idée de côté, ok, très bien, catalogue, bon, on va le mettre de côté, et on va prendre le domaine, la formation. Et j'ai réalisé donc avec ma collègue des interviews exploratoires avec une seule question. Donc ça fait un peu flipper les clients, mais je leur dis, mais viens voir. Et je leur pose la question suivante. Qu'est-ce que t'évoque la formation? Qu'est-ce que t'évoque la formation? Juste ça. Et avec cette question-là, et avec une posture d'écoute active, où je vais rebondir sur ce que la personne répond, je ne vais pas chercher à répondre, mais à comprendre, elle va tendre la main, je vais la saisir, elle va m'emmener dans son chemin, dans son cheminement, eh bien, je vais aboutir à tout un tas d'insights. Je vais viser les émotions, je vais les noter, et je vais les cartographier de cette manière-là. Généralement, je fais ça sur 5 à 15, 20 personnes, ça va dépendre. Et donc, là-dedans, on voit qu'effectivement, il y avait un souci sur la recherche des formations. Les gens étaient agacés, c'est compliqué, on ne sait jamais où chercher, c'est chiant. Ok, donc vraiment énervé, quoi. Énervé. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est oui, il faut faire une refonte. Mais là, on est déjà dans la solution. Reproblématisons ça, et en fait, on arrive à des questions de ce type-là. Comment pourrions-nous apporter de la visibilité sur les formations existantes? Et oui, le sujet n'est pas la refonte, mais c'est la visibilité justement des formations. Et bien sûr que la refonte passe dans cette question, mais ça ouvre le spectre, et potentiellement, on aura d'autres solutions qui vont apparaître. Et là, le persuasive design pourrait être très intéressant là-dedans, justement pour orienter le message que l'on veut faire. Un autre exemple, on a découvert aussi que finalement, il y avait un moment de frustration lorsque les gens planifiaient leur formation. C'est-à-dire qu'en magasin, donc il m'explique, moi je suis au rayon peinture et c'est simple, j'ai une formation qui est prévue depuis 4-5 mois, très bien. Eh bien, si mon collègue de la formation de la peinture n'est pas là, en fait je ne peux pas y aller. Et donc du coup ça m'ennuie parce que je voulais le faire, ça m'énerve même, vraiment ça m'énerve. Et donc on se dit au final, quel est le problème? Le problème c'est que la formation devrait arriver au bon moment. Comment pourrions-nous faire en sorte que chaque formation arrive au bon moment? Et derrière ça, tout un tas de solutions vont pouvoir apparaître. Ce qui est formidable, c'est que je parlais d'émotions extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des points de douleur, mais il y a aussi des points de satisfaction. Et donc, avec des émotions de joie finalement assez fortes, on va pouvoir, par exemple, problématiser de la manière suivante. Donc, en fait, il y avait une partie qui était frustrée, l'autre qui était impatient, ceux qui voulaient le faire. Il y avait vraiment une motivation à faire les formations. Comment pourrions-nous célébrer la motivation pour aller en formation? Et à nouveau, on peut imaginer des solutions, et je suis sûr qu'il y en a peut-être certaines qui tournent déjà dans la tête. Et de cette manière-là, on arrive à prioriser les futures actions sur des contextes qui sont très nébuleux, dont on ne sait pas en fait ce qui va se passer. On arrive à prioriser en justement répondant à un problème. Et la motivation côté utilisateur, pour moi, va être plus simple si l'on répond à un problème, c'est-à-dire que les gens sont plus susceptibles de changer leur comportement pour résoudre un problème que de tester quelque chose qui leur fait envie. Et moi, c'est ça. Je vise l'adoption. Et cette priorisation empathique, cette priorisation par l'émotion, va me permettre, a priori, d'être particulièrement pertinent. Et est-ce que ce n'était pas nous qui n'avions rien compris par rapport à notre utilisateur qui ne comprenait rien? Peut-être. Au final, le changement, la manière dont moi je le définis, et qui a été tout à fait complété tout à l'heure par Guillaume, c'est que le changement va être impacté par une prise de conscience et par de la motivation. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes contextes à chaque fois, mais je
considère que ce sera plus simple d'avoir un changement plus ou moins dans le long terme avec cette prise de conscience et avec cette motivation qu'il faut trouver par le persuasive design notamment. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est soyez attentifs aux émotions des autres. Elles sont partout et généralement, maintenant que vous avez cette grille de lecture en tête, vous pouvez savoir quels sont les besoins de ces personnes-là. Mais faites aussi attention aux vôtres. Ce qui est intéressant, c'est que l'écoute active permet de glaner des informations auprès des autres. Et finalement, vous lui tendez la perche pour qu'elle puisse les exprimer. Mais si vous exprimez vos propres émotions, vous tendez vous-même la perche à tous les autres pour qu'ils comprennent votre état d'esprit. Vous êtes inattaquable en exprimant vos émotions. Vous êtes inattaquable et c'est particulièrement sain de le faire. Et donc, ma question, c'est quand est-ce que vous allez vous lancer pour faire ça? Merci beaucoup. Donc j'imagine les questions, comme d'habitude. Merci Antoine. Ouais. J'ai une super question pour toi. Je pense que tu connais le concept. Les tests MBTI pour la personnalité. Est-ce que c'est des choses que tu t'intègres dans ton travail pour essayer de comprendre un peu le profil de la personne, pour justement anticiper un peu ses réactions émotionnelles? Alors malheureusement, je ne connais pas. Peut-être que j'en ai déjà fait, mais que je ne me souviens pas. Donc si tu pouvais m'expliquer en quelques mots ce que c'est, ça m'intéresse. En fait, c'est des tests très simples. C'est américain, il me semble. Tu passes une série de questions. Et en fonction de tes réponses, ça te définit dans un profil psychologique. Donc tu as 16 profils différents. Et chaque profil est expliqué. Et en fait, je conseille à tout le monde vraiment d'en faire. Et de passer même en équipe pour voir un peu quel profil est. Et justement, ça collerait plutôt bien à ce que tu viens de dire. D'accord. Je pense effectivement que c'est intéressant pour... quand on étudie ses propres émotions, ou en tout cas la cohésion d'équipe. Effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, en fait, mon sujet, c'est de dire, OK, il y a des émotions, mais je ne vais pas chercher à comprendre quelle est la cause profonde de l'émotion, aller dans l'enfance ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je ne suis pas psychologue, et mon objectif, c'est vraiment de taper dans le besoin derrière pour construire, designer des choses qui soient adaptées à ce besoin-là. Et donc, de manière très pragmatique, quand je la vois, je la saisis. Mais si je peux essayer d'éviter d'avoir certaines émotions de colère, bon, très bien. Mais je ne vais pas forcément analyser les comportements des gens ou ce genre de choses. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je ne le fais pas. Voilà pour ma réponse. Oui, vous avez utilisé 5 émotions, dont une seule positive. Est-ce que vous justifiez ce choix? Parce qu'il me semble qu'il y a d'autres grilles d'émotions possibles. Alors, tout à fait. Il y a plusieurs grilles. Il y a notamment la grille de Plutchik, qui est celle qu'on retrouve quand on tape émotions sur Wikipédia. J'aime pas trop celle-ci, parce qu'en fait, à mes yeux, toutes ne sont pas des émotions. Une émotion, c'est court. Ça dure 90 secondes en moyenne. Et, par exemple, on va avoir un pic de colère, mais on ne va pas être en colère tout le temps. Voilà, c'est vraiment, ça chauffe. C'est de la même manière pour la joie, pour la tristesse ou pour ce genre de choses. Et le modèle que j'ai utilisé, c'est celui de Paul Ekman. Il y en a plein des modèles, ils se complètent, il y en a des différents. Et effectivement, il y a une émotion positive et 4 qui sont négatives. Mais en réalité, là, on est dans le jugement. C'est-à-dire que, en fait, c'est facile de dire oui, positif, négatif, ça permet d'expliquer bien les choses. Une émotion, c'est une réponse physiologique à un stimulus. C'est-à-dire que c'est notre corps qui va s'adapter à ça. Donc en fait, ce n'est pas négatif d'avoir peur. On le considère comme tel par notre éducation, par notre culture, mais ce n'est pas négatif. C'est que derrière, il va se passer des choses, on va se tendre, notre corps va vers l'adrénaline, tout ce genre de choses. Donc ma réponse est que, effectivement, pour la grille de lecture, il y a beaucoup d'émotions négatives, mais ça permet en réalité d'être précis dans l'adaptation des réponses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, si, super intéressant. Bon, c'est très bien. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, là-bas. Une question un peu décalée. C'est quoi l'escrime artistique? L'escrime artistique, c'est le fait, c'est l'escrime de cap et d'épée. Donc l'objectif n'est pas sportif, mais c'est de faire des spectacles où on va volontairement en fente faire des grands mouvements qui ne sont pas du tout utilisés dans
dans l'escrime sportive, même de combat, pour faire du spectacle. Et donc, on va notamment éviter l'esto, parce que même avec une pointe non aiguisée, on peut tuer quelqu'un. Mais voilà, c'est tout le côté escrime de la Renaissance, des mousquetaires. Il peut y avoir du médiéval et aussi tout ce qui est spectacle de pirates. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup. Le mousquetaire de l'E1.